this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one who my shadow's all they watch me tightly. My shadow haunts the only fear that's fading. Sometimes I wish someone here will find me. Till then I walk alone. Bonjour, bienvenue pour ce premier épisode, l'épisode de pilote de Raconte-nous une histoire. Aujourd'hui, pour commencer en grande pompe, en fait, je reviens d'un voyage temporel où j'étais à l'époque plus ou moins médiévale et je suis tombé par exprès à Paris de mauvaise époque. Et je vais vous parler de cette mésaventure. Aujourd'hui, on va parler de la Saint-Barthélemy. Ah ouais, pour le premier épisode, ça craint. C'est un premier épisode assez sanglant. La Saint-Barthélemy, appelé aussi le massacre de la Saint-Barthélemy, daté alors du 24 août 1572, qui a eu lieu dans Paris et toutes ses provinces, qui d'après les sources, dans la France entière, aura fait entre 10 000 et 30 000 assassinats, d'après d'autres beaucoup plus, mais d'après les sources plus ou moins les plus historiques, on serait dans ces environs-là. En fait, qu'est-ce qui est bien aussi de comprendre qu'est-ce qui a déclenché ce massacre, parce que il n'y a pas d'autre mot, c'était un massacre. Alors le massacre en fait donc le massacre des protestants déclenché à Paris le 24 août 1572, le jour de la Saint-Barthélemy, une fête religieuse. En fait, qui devait être prolongée pendant plusieurs jours dans la capitale. Puis en fait, ça s'est étendu dans une vingtaine de provinces, de villes, etc. Durant les semaines qui ont suivi et les mois suivants. Cet événement en fait est la suite de la guerre de religion entre protestants et catholiques, qui résulte en fait d'un enchevêtrement complexe de facteurs, bien que religieux, que politiques, que sociaux. Le plus important en fait, c'est un mariage qui devait arranger la situation entre catholiques et protestants, qui suite à un ordre qui aurait été mal été traduit et mal rediffusé, aurait amené à un massacre pur et dur. Mais bon, on revient tout de suite. Le plus gros problème était en fait la conséquence du déchirement de la noblesse française entre catholiques et protestants, notamment avec la vendetta entre la maison des Guise et le clan des Châtillon-Montmorency, qui intervient 2 ans après la paix de Saint-Germain, après que l'amiral Coligny, chef de parti protestant, réintégrer le conseil royal. Pour faire court, en fait, cet amiral en question, en fait, avait été suspendu pour des raisons méritocratiques, politiques, religieuses, mais après il a pu revenir, sauf que beaucoup de gens, qui étaient plus pour le côté catholique, ont vu d'un mauvais œil l'arrivée d'un protestant. Et ça, l'amiral devant se marier, quelqu'un a voulu l'attaquer, il l'a tué, et enfin, je vais expliquer ça en détail parce que vous allez voir que c'est très compliqué. Donc, je disais, c'est le chef du parti protestant, le Coligny. Et le problème, comme je viens de dire, c'est que la réaction parisienne était assez sévère quand les catholiques ont été hostiles à la politique royale d'apaisement, qui a laissé d'enfler également les tensions internationales entre le Royaume-Uni et la France, ainsi que l'Espagne, avait par l'insurrection anti-espagnole aux Pays-Bas. Oui, à l'époque, les Pays-Bas étaient un terrain de guerre assez fréquent. Bien sûr, le problème, c'est que la faute de source, c'est que les historiens ont longtemps resté partagés sur l'exact de la couronne, de la traduction historiographique, et surtout du fait que le roi Charles IX et sa mère Catherine de Médicis, appelée aussi connue pour un autre merdier son nom. D'ailleurs, on fera un jour pour un épisode sur Catherine. Le nez qui gratte. Désolé, c'est... Ouah, le nez qui gratte à force de voyer dans le temps, toute la poussière, etc. Bon, ouah,
Donc, le responsable du massacre était d'après beaucoup, le petit Charles et sa mère. Mais on n'en sait rien. Ils reviennent alors aujourd'hui les seuls chefs militaires du parti protestant étant visés par l'ordre royal. En fait, il y a un problème, et l'ordre royal était de tuer les hauts gradés protestants. Mais le matin du 4 août, le petit Charles ordonne l'arrêté immédiat des tueries, mais dépassé par l'acharnement des massacreurs, ne pouvait les empêcher. En fait, c'est parti à une vitesse. Vous savez comprendre que, en fait, le contexte du massacre, en résumé, c'est ceci. Le massacre donc, donc du 24 août, vous savez, par une série d'événements, les plus gros étant la paix de Saint-Germain en Laye, qui mit fin à la troisième guerre de religion le 8 août 1570. Mariage du roi Henri III de Navarre, futur roi Henri IX de France, et Marguerite de France le 18 août 1572, et la tentative d'assassinat de l'amiral de Coligny le 22 août de la même année. Donc 1572. En fait, c'est justement ça, d'après beaucoup de gens, qui ont foutu le plus gros dégâts. C'est la tentative de l'amiral, la tentative de ça sur l'amiral qui a mis à merder son nom. Il devait mourir, sauf que le problème c'est que quand le roi ayant peur des réactions, il dit tuez-les tous et Dieu pardonnera. Sauf que les gens ont compris tuer tous les non-catholiques. Donc c'est parti en vrille, mais un massacre à une vitesse. Donc en fait la paix, en fait aussi il faut savoir qu'en fait les premiers trucs qui ont foiré c'est aussi une paix et un mariage impopulaire. Ça c'est en fait la paix de Saint-Germain-en-Laye qui avait mis fin à la troisième année des terribles guerres civiles entre catholiques et protestants. En fait cette paix était très précaire car les catholiques les plus intransigeants ne l'acceptaient pas. Le retour des protestants dans la cour française choque beaucoup, même la reine mère Catherine de Médicis et son fils, donc le petit Charles, sont aussi à ne pas laisser la guerre reprendre. Conscient des difficultés financières du royaume, et les difficultés de la peur laissant Gaspard de Coligny, les chefs des protestants, revenir dans le conseil royal pour essayer d'apaiser un peu le bordel. Aussi, pour concrétiser donc la paix entre les deux partis religieux, Catherine, vous l'appelez Catherine, donc vous pouvez donner des prénoms, sans quoi dire les noms, une famille, ça l'a saoulé. Catherine protège de marier sa fille Marguerite de Valois, alors au jeune prince protestant Henri de Navarre, Henri IX. Le mariage princier, qui devait être récemment prévu pour le mois de mai 1972, est repoussé au 18 août 1572, suite au décès de Jeanne d'Albret, mère d'Henri de Navarre. D'ailleurs, il n'a jamais accepté ni par les catholiques intransigeants, ni par le pape qui a demandé la conversion du fiancé, refusant ainsi d'envoyer la dispense de consanguinité. Celui-ci, le roi d'Espagne, Philippe II, condamnant vigoureusement le projet politique de la reine-mère, En gros, c'était « veut sauver la face des catholiques et des protestants. Non, moi je veux pas. Non, moi je veux si. Vous n'avez pas le bordel. » Malgré tout, le mariage sera donc célébré le 18 août, à l'occasion des festivités grandioses auxquelles sont conviés tous les grands royaumes, y compris les protestants, dans un esprit de concorde et de réconciliation, pour faire la paix, monde des bisounours, tout ça. Donc le mariage réunit à Paris la présence des plus grands nombres de gentilshommes protestants, qui sont venus escorter leur prince, mais Paris s'avère être une ville très anti-hugote, enfin huguenote, les huguenotes étant le nom donné aux protestants. Les Parisiens, catholiques de l'extrême, n'acceptent donc pas leur présence, du fait du martèlement des prédicateurs capucins et dominicains au premier chef. Le mariage d'une fille de France avec un protestant, même si lui-là était prince de sang, donc un conneur, fils de roi, etc., pour eux c'était que dalle. Le peuple parisien est donc très mécontent. Les récoltes sont mauvaises, la hausse des prix et le luxe déployé à l'occasion des noces royales accentuent leur colère. Donc les mecs crèvent de faim, et vu qu'il y a des gens de se marier dans grande pompe, ils laissent tout le monde crever, donc ça commence à chauffer. La cour se trouve elle-même dans un état de tension extrême parce que Catherine de Médicis n'a pas obtenu l'accord du pape Grégoire XIII. 13, pardon. C'est Grégoire. En fait, le problème c'est qu'en fait les Grégoires à cette époque sont tellement succédés que parfois je bug moi-même. Pour célébrer le mariage exceptionnel. Par conséquent, les prélats français hésitent sur la pub adoptée. Car il faut quand même faire adopter la reine-mère pour convaincre. Elle était comme très douée,
de Catherine pour convaincre les gens, surtout que Charles Ier de Bourbon, archevêque de Rouen, d'unir les époux. Par ailleurs, la rivalité entre les grandes familles apparaissent. Les Guise ne faisant pas près laisser passer leur place à Montmorency. D'ailleurs, François le Duc de Montmorency, qui est aussi gouverneur de Paris, ne parvient plus à contrôler les troubles urbains. Cédant donc face aux dangers parisiens et préfère quitter la ville quelques jours après le mariage. Le gars, donc, il n'avait plus rien à foutre. Et là, on trouve, à cause de ce foutoir de on veut ça, nous on veut ça, on arrive à la tentative de Sénat de Coligny. Gaspard de Coligny, département des Estampes, enfin c'était un gars assez important, quoi. C'était le gars, on le voyait. Alors, donc le 22 août 1572, c'est un attentat à l'arquebuse, un ancêtre des fusils, attribué à un certain Maurevel, et perpétré par Gaspard de Coligny, et perpétré contre Gaspard de Coligny, à la sortie du Louvre, alors qu'il dirige vers son hôtel rue Bézizy, pardon. D'ailleurs, l'amiral se retrouvera juste avec l'index de sa main droite arrachée et le bras gauche labouré par la balle qui sera fichée, donc plantée. Les soupçons alors se rendent très vite vers des proches des Guise que l'on désigne, probablement à tort, la complicité de la reine-mère Catherine de Médicis pour cet attentat. Peut-être justement pour procéder à un sabotage de ce processus de paix, mais au plus pour exalter et évoquer une punition divine. Si aujourd'hui il est possible de connaître l'investigateur de cet attentat, l'histoire va retenir trois noms. Les Guise sont les suspects les plus probables, parce qu'ils menaient du parti catholique. Le motif de la vengeance de la mort du duc de François de Guise, assassiné 10 ans auparavant sur l'ordre selon eux de Coligny. Que le coup de feu de l'amiral est tiré depuis une maison appartenant à l'un de la famille. Charles de Guise, cardinal de Lorraine, le duc d'Aumale et la duchesse d'Aurentière de Guise, Antoinette de Bourbon, sont les membres de la famille les plus déterminés, surtout les plus coincés. Mais certains historiens pensent que les Guise étaient beaucoup trop soucieux de revenir en grâce auprès du roi pour commettre une erreur pareille. Alors le deuxième nom qui sera retenu est Ferdinand Alvar de Tolède, duc d'Albe, gouverneur des Pays-Bas, au nom du roi d'Espagne Philippe II. Coligny projette d'intervenir militairement aux Pays-Bas et pour faire libérer le joug espagnol. Selon l'alliance qui a été contractée avec les maisons de Nassau au mois de juin, il a envoyé clandestinement plusieurs troupes au secours des protestants de Mons, associés assiégés par le duc d'Albe, à la suite du marquage d'Henri de Navarre et de Marguerite de Valois. Coligny espère alors profiter de la réconciliation pour déclencher la guerre contre l'Espagne, afin de renforcer l'union entre catholiques et protestants. En tout cas, aux yeux espagnols, aussi l'amiral représenterait donc une menace. Toutefois aussi, la correspondance d'un don appelé Diego de Zúñiga, ambassadeur alors d'Espagne en France, du duc d'Albe ou de Philippe II, ne permettra pas de prouver l'implication d'un querelle espagnol contre l'attentat contre le chef huguenot. Même au contraire, ce don en question, donc Don Diego, juste de se dépêche de la présence de l'amiral aux côtés de Charles IX, c'est plutôt un frein à la guerre ouverte aux Pays-Bas. Et après l'ambassadeur, la couronne française ne jetterait pas le masque et continuerait à pratiquer une guerre couverte contre l'Espagne afin de ne pas renforcer inconséquemment l'influence de Coligny en le plaçant officiellement à la tête de troupes royales. Alors le troisième nom qui sera hélas retenu, et il y a grande surprise, sera Catherine de Médicis, la reine. Selon la tradition, Coligny avait donc acquis trop d'influence sur le jeune roi, donc Charles, et en fait son rire en l'appelant famillement mon père. Inévitablement, la reine-mère y aurait conseillé de la jalousie afin de lui crainte que son fils soit entraîné par une guerre contre les Pays-Bas, contre la puissance espagnole.
vraiment au conseil politique de l'amiral. Cependant, la plupart des historiens contemporains pourraient trouver difficile de croire la culpabilité de Catherine à la vue de ses efforts accomplis pour la paix intérieurement et la tranquillité de l'État. Par ailleurs, on ne peut pas prouver que Coligny exerçait une influence décisive sur le petit Charles. Enfin, il reste toujours l'hypothèse d'un acte isolé, commandité, voire commis en personne. Par un personnage relativement peu important, proche du milieu guisard pro-espagnol, nom de Charles de Louviers, seigneur de Moreret, est plus fréquemment avancé à l'époque pour donner d'auteur de l'arquebusade visant l'amiral. Le problème, c'est qu'avec ce coup de feu, ça va foutre un... Ça va commencer à chauffer. Parce que la tentative d'assassinat va commencer à faire un premier acte qui va faire une crise qui va mener au massacre, car les protestants savent contre cet attentat visant leurs chefs les plus respectés et réclament vengeance. Ils ne se pas sur qui taper et les voix commencent à s'élever. La capitale se trouve alors au bord d'une guerre civile entre les partisans des Guises et des Huguenots. Pour rassurer que Nice et les protestants, le roi vient alors dans la cour au chevet du blessé et lui promet justice. Devant la reculade du roi face aux protestants, les Guises font mine de quitter la capitale, laissant le roi et la reine-mère dans le plus grand désarroi. Alors Charles et Catherine prendront en se trouvant seuls avec les protestants. Et depuis la surprise des mots de 67, qui était aussi un épisode assez hardcore, la reine-mère a toujours une grande appréhension à l'égard des protestants. Pendant le repas de la reine-mère, les protestants viennent bruyamment lui réclamer justice. C'est le soir même, le 23 août 1572, que le roi aurait tenu une réunion avec ses conseillers, le conseil étroit, donc ses plus proches conseillers, pour décider de la conduite à suivre. Se retrouvant alors près de la reine-mère, le duc d'Anjou, le garde de Sceaux René de Birague, le maréchal Tavannes, le baron Reds et le duc Nevers. Donc Henri, duc d'Anjou, frère cadet du roi, René de Birague, chancelier de France, Gaspard de Stolps, seigneur de Tavannes, Albert de Gondi, baron de Reds, et Louis Gonzague, duc de Nevers. C'est probablement ce conseil qui essaie de prendre une décision de justice extraordinaire et d'éliminer les chefs protestants, bien qu'il n'exista aucun document pourtant d'affirmer avec certitude cette décision fut prise lors de cette réunion. Il serait agi lors d'un état pour nuire les capitaines de guerre protestants pour exprimer et parler les jeunes princes de sang, afin que le roi de Navarre et le prince de Condé. Et c'est là où l'ordre a pu se perdre et être mal retraduit. Parce que c'est là, peu de temps après cette décision, les autorités municipales de Paris furent convoquées. Il leur fut ordonné de fermer les portes de la ville, d'armer les bourgeois afin de prévenir toute tentative de soulèvement. Le commandement des opérations militaires fut alors confié au duc de Guise et à son oncle le duc d'Aumale. Et par l'appui des princes connus pour leur intransigeance au sein du cercle royal, le duc de Nevers, le duc de Montpensier et le bâtard d'Angoulême. Faute de concordance de sources, il n'est pas possible aujourd'hui pour les historiens de déterminer la chronologie des opérations. Le moment exact où le massacre a commencé et surtout est incertain, car un commando qui était tenu par le duc de Guise fut mené rue de Belzetti au logement du général de Coligny, qui fut tiré de son lit, achevé et défenestré. Tout en finesse. Le pauvre gars est en train de crever d'une balle dans l'épaule et un doigt arraché. On le plante et on le balance par la fenêtre. Pratique. Et c'est là exactement, encore une fois, où les nobles protestants logés au Louvre qui furent évacués du palais puis massacrés dans les rues avoisinantes. On comptait parmi eux notamment Parc d'Alain, qui est le Saint-Martin-Bourse. Parmi eux, on comptait Pardalian, Saint-Martin-d'Ours, Armand de Clermont de Pile, Baudinet, Puivio, Berny, Kellennec et le baron de Ponce. Leurs corps rassemblés devant le palais furent dénudés, traînés dans les rues puis jetés dans la Seine.
Les troupes de Guise s'attaquèrent alors aux chefs protestants logés dans les faubourgs de Saint-Germain, qui étaient à cette époque encore en dehors de la ville. Le contretemps apporté par la fermeture des ports de la ville et la disparition de ses clés permit aux protestants d'organiser une riposte et de s'enfuir. Par exemple, comme Jacques Nomard de Caumont et Gabriel de Montgomery eurent la chance de fuir. Et cette scène considéra alors au deuxième acte. Un texte qui a été retrouvé dit ceci: Brisant son poignard emblématique, Saint-Barthélemy figure à côté d'une vue de Paris, peignant les massacres dans les rues afin les cadavres transportés en charrette puis jetés dans la Seine. C'est un manuscrit de Carmen de Tritus-Gallier en 1577 de la bibliothèque municipale de Lyon, prouvant l'horreur du deuxième et troisième acte de la Saint-Barthélemy, car le troisième acte débute au cours de la nuit. Les assassinats de chefs protestants se trouvent alors en massacre généralisé, car le deuxième c'était surtout les chefs qui étaient massacrés, et le troisième c'est là où ça dérape complètement. Car les assassinats se transforment, comme je viens de dire, en massacre généralisé. Tous les protestants, sans considération d'âge, de sexe ou de rang sociaux. Alertés par les bruits des hésitations de l'opération militaire, les Parisiens les plus exaltés se laissent emporter par la peur et la violence, attribuant alors à tort les troubles nocturnes aux protestants et se mettant à les poursuivre, pensant agir pour défendre leur ville. Ce serait pour cette raison que le tocsin aurait sonné à la cloche de l'église de Saint-Germain, d'Auxerrois, proche du Louvre, tocsin rapidement repris par l'autre clocher de la ville. La tuerie dura alors plusieurs jours, malgré les tentatives du roi de faire arrêter, enfermer dans une ville quadrillée par la milice bourgeoise. Les protestants ont eu peu de chances de s'en sortir. Leurs maisons furent pillées, leurs cadavres dénudés et jetés dans la Seine. Certains toutefois arrivent à réfugier chez des proches, mais les maisons les plus catholiques tenues en suspicion furent également fouillées. Ceux qui mettaient les hostilités au massacre prenaient le risque de se faire assassiner, considérés alors comme traîtres. Le massacre touchait alors également les étrangers, notamment les Italiens. La floraison inopinée d'une aubépine dans ces pierres des innocents au matin du 24 août perçoit alors comme un signe divin, renforce la conviction des peuples du bien fondé, l'épuration. Le cadavre de Coligny retrouvé par la foule est... veuillez m'excuser, là ça fait très mal parce que le cadavre de Coligny, en plus d'avoir déjà été, comme je disais auparavant, il fut assassiné, défenestré, on a jeté son corps dans la Seine. Là, quand le cadavre a été retrouvé par la foule, ils ont fini par émasculer le cadavre et replonger dans la Seine, où il a pourri 3 jours avant d'être pendu au gibet de Montfaucon. Donc c'était tout près de l'extérieur de la ville. Ah, super. Même mort, on peut pas être peinard. C'est alors le matin du 24 août 1572 que le roi ordonne en vain l'arrêt des massacres. Il essaye de prendre différentes mesures pour rétablir l'ordre et tenter vainement de protéger la vie des gens menacés. Le roi envoie notamment le duc de Guise et le duc de Nevers protéger les protestants bénéficiant d'un statut ou d'un rang particulier. C'est le cas par exemple de l'hôtel de l'ambassadeur d'Angleterre François Walsingham, où les protestants avaient trouvé refuge contre les Parisiens exaltés qui a été en train d'assiéger. Aussi, d'autres personnes ont trouvé refuge à l'hôtel de Guise, à l'hôtel de Nemours, où la grande tante protestante du roi, René de France, s'était réfugiée avec une partie de sa maison. Les familiers et la famille royale, comme les Crustol, Antoine et Louise, sont protégés, et les princes et les princesses de sang trouvent un abri sur derrière les murs du Louvre. C'est le 26 août que le roi tiendra un lit de justice où il endosse la responsabilité de l'exécution des chefs de guerre, pourtant elle éclaire alors ce qu'il a voulu. Prévenir l'exécution d'une malheureuse et détestable coopération par l'édit amiral, en parlant de Coligny. Le 26 août, le roi tient alors un lit de justice où il endosse la responsabilité de l'exécution des chefs de guerre protestants et déclare alors qu'il a voulu, en le citant, prévenir l'exécution d'une malheureuse et détestable conspiration faite par le dit amiral en parlant de Coligny, chef et auteur d'Issel et sédits adhérents et complices, en la personne du dit seigneur de roi et contre son état, la reine et sa mère, ses frères, le roi de Navarre, prince et seigneur des états de
Alors, avertis par des témoins, des courriers et des commerçants encouragés par des dictateurs comme Jean de Chambre, comte de Montsoreau de Val-et-Loire, les villes et provinces déclenchèrent aussi leur propre massacre. C'est comme ça que le 25 août, la tuerie atteint Orléans où leur a fait des milliers de victimes, Meaux le 26, la Charité-sur-Loire le 28 et 29, Saumur puis Angers le 31 août, à Lyon où le musicien Claude Gaudriel figure parmi les victimes le 11 septembre, à Bourges le 3 octobre, Bordeaux le 4 octobre, à Troyes, Rouen et Toulouse le 5 octobre, Albi, Gaillac, Bourges à nouveau, Romans, Valence et Orange furent aussi touchés, mais le manque de sources ne peut pas nous donner la violence qu'il y a eu dans ces villes. Bien sûr, la réaction des autorités était variable. Parfois, ils encourageaient les massacres, comme à Meaux, où le procureur du roi lui-même avait donné le signal, ou à Bordeaux, où le gouverneur Montfédot y participe. Toulouse, où le vicomte de Joyeuse, gouverneur, est très favorable. Assez souvent, les autorités tentent de protéger les Huguenots, en les mettant en prison au Mans et à Tongres. Mais cela ne marchera pas toujours, les prisons sont forcées et les protestants y sont massacrés comme à Lyon, Rouen et Albi. Plusieurs gouverneurs, surtout militaires, essaient d'empêcher les massacres comme à Cordes et à Dauphiné, où le prince Charles y avait fait partir des messagers avec l'ordre verbal de tuer les protestants avant d'interdire les exécutions le 28. Au total, le nombre de morts est estimé entre 3000 à 3000 à Paris, et de 5 000 à 10 000 dans le reste de la France, voire 30 000 d'après certains. Le chiffre justement de 30 000, qui est déjà très énorme, est avancé par Jacques Auguste de Thou, une personne de l'époque. Mais les réactions, ça c'était vraiment pour comprendre, mais les réactions de l'Europe c'était quoi? Le reste de l'Europe, quand ils ont vu les fruits des faits donnés par le prince Charles le 24 août, le roi expédie en province et à l'étranger déclaration prestant la grande et lamentable sédition, en parlant bien sûr de ce qui s'est produit. Comme une vendetta entre les deux familles Guise et Châtillon, le 25, de nouveaux messagers partent avec une nouvelle explication, un complot protestant dirigé contre lui. Cette thèse sera reprise le 28 devant le Parlement de Paris, où une cour d'un lit de justice, le roi déclara à nouveau qui advenu était de son exprès commandement pour adventier et prévenir l'exécution d'une malheureuse conspiration faite le dit amiral et ses 10 adhérents et complices. Cette déclaration confirmée le 27 deviendra la version officielle des événements, celle qui se propage en Europe. Le pape Grégoire XIII se réjouit au fait que cette déclaration confirmée le 27 deviendra alors la version officielle des événements. Elle se produira partout en Europe et le pape Grégoire XIII se réjouira et fera chanter le Te Deum en remerciement à Dieu. Une médaille à l'effigie du souverain Pontife est frappée afin de célébrer l'événement. Le pape commande également au peintre Giorgio Vasari une série de fresques. En Espagne, par contre, Philippe d'Espagne fait part de sa satisfaction et aura déclaré: c'est le plus beau jour de ma vie. Son cousin Maximilien II, empereur des Romains et archiduc d'Autriche, beau-père de Charles IX, une réaction bien différente. D'une lettre au prince électeur Auguste Ier de Saxe, déclare régler les querelles religieuses par l'épée ou par la force n'est ni possible ni moralement justifiable. Elisabeth Ier d'Angleterre prendra le deuil et fera le pied de grue à l'ambassadeur français avant de paraître accepter, pour raison diplomatique, la thèse du complot huguenot et du massacre préventif. En mémoire à ce massacre, les Genevois font maigres et jeunes, pratique courante et temps d'affrontement religieux courant. Malgré toutes les réactions pro ou anti massacre, les conséquences religieuses et politiques vont empirer. Que Charles et Catherine de Médicis entendront alors laisser la liberté de conscience aux protestants, leur rendre justice par les pillages dont ils ont été victimes. Mais la pression des catholiques intransigeants dans l'espoir de rétablir rapidement l'unité et la foi
vont essayer d'interdire l'exercice de leur culte. Mais l'édit de Saint-Germain, qui sera rendu caduc dans les mois qui suivirent le massacre, différentes mesures discriminatoires vont être prises à l'encontre des protestants, comme l'accès aux emplois publics et les droits de culte public. Par ailleurs, le roi encourage vivement les conversions. Le roi et sa mère cherchent à obtenir celle de leurs proches avec l'appui du cardinal de Bourbon, celle de ses neveux et nièces, princes et princesses de sang. Le roi Henri III de Navarre, beau-frère du roi, abjure ainsi le protestantisme le 26 septembre. Le prince et la princesse de Condé sont remariés selon le rite catholique le 4 décembre à Saint-Germain-des-Prés. Durant le mois de novembre, le gouverneur reçoit également l'ordre de rassembler les gentilshommes protestants et de les persuader de se convertir. Le duc de Guise parvient ainsi à faire disparaître le protestantisme dans son gouvernement de Champagne, mais le plus souvent ce sont des conversions forcées qui ont lieu dans le royaume. À Rouen, par exemple, 3000 protestants abjurent sous la pression et les menaces. Les communautés protestantes s'étouffent et se dissolvent dans les lieux où ils sont très minoritaires. En revanche, les communautés de la France méridionale, beaucoup plus importantes, parviennent à résister. C'est alors qu'à la fin de l'année 1572, les exactions faites contre les protestants entraîneront une forte immigration. Beaucoup de réfugiés allèrent alors en Genève, qui prendra alors le nom de la cité des refuges. Au lendemain des événements, la ville acceptera plus de entre 10 et 20 réfugiés par jour. À l'issue justement de ce dit massacre, Charles IX décide également de sacrifier les chefs protestants partis à la rescousse des calvinistes qui s'étaient emparés de Mons, dans les Pays-Bas espagnols. Sous la conduite de Louis de Nassau, après la capitulation de la ville le 19 septembre, les Français, entre 600 et 800 hommes, obtiennent du duc d'Aube, gouverneur des Pays-Bas, la concession de rentrer en France. Mais ils sont éliminés une fois passé la frontière. Le parti huguenot est désormais privé de chefs militaires, hormis les quelques-uns protégés par le roi comme Assier, Lanoux et Jean de Monchy, c'est les seigneurs de Sénarpont. Le roi espère pourtant maintenant rétablir son autorité sur le royaume. Il reprendra alors des négociations avec la ville de La Rochelle, qui figure capitale pour les protestants. L'échec de ces pourparlers déboucheront alors sur la 4e guerre de religion, qu'on connaît déjà avec la prise de La Rochelle. Qu'on connaît déjà pour la tentative de siège de La Rochelle. Au niveau politique aussi, les événements de la Saint-Barthélemy vont susciter une remise en cause radicale du pouvoir royal, car les monarchomaques, ceux qui sont pro-monarques, pensent que le pouvoir du roi doit être limité, surtout pour la tenue régulière des états généraux. La réflexion naît chez les protestants à l'issue du massacre et se diffuse comme un courant pendant l'année 1573. Chez les catholiques modérés hostiles à la puissance autoritaire de la monarchie, il débouchera d'ailleurs sur la mise en place des provinces de l'Union et la conjuration des malcontents en 74. Après toutes ces histoires, il y a aussi une tradition historique qui va commencer à venir, car la démesure de la tragédie expliquera la difficulté qu'ont eu les contemporains à comprendre ce qui s'est réellement passé. Car le massacre de la Saint-Barthélemy est devenu très tôt un enjeu historique et aussi politique. Face aux contradictions de la politique royale, chacun est allé de son interprétation personnelle. Les hypothèses les plus connues données par les contemporains est que le massacre avait été prémédité. Catherine de Médicis avait donc attiré les protestants à Paris pour bien vouloir s'en débarrasser une fois pour toutes. Mais ultérieurement, les historiens ont cherché l'explication qui pourrait amener à cette idée, et il y a eu beaucoup de contradictions. Bien que la politique royale est l'antagoniste qui aurait également existé entre le roi et sa mère, jalouse de l'influence que l'amiral avait exercée sur son fils, Catherine aurait commandité son assassinat, déclenchant alors un phénomène qu'elle n'aurait pas forcément prémédité. Paniquée alors à l'idée d'être découverte et de subir l'influence des protestants, avec l'aide de ses conseillers, elle aurait forcé la main au roi hésitant et fait décider l'exécution des protestants, enfin des chefs militaires en tout cas.
mais c'était l'hypothèse qui a duré le plus longtemps. Le problème, c'est que les protestants, eux, tentent à exercer les chiffres des morts présent l'événement comme peut-être un seul fait religieux du catholique. Eux, c'est plutôt de disculper en rejetant la faute sur l'autre. C'était par exemple le cas du maréchal de Saxe-Tavannes ou encore de Marguerite de Valois, qui disait n'avoir jamais rien su. D'autres, comme Jacques-Auguste de Thou, ont tenté de reconstituer les faits quelques décennies plus tard sans venir se gager des écrits polémiques. En revendiquant d'ailleurs ce massacre, Charles IX est devenu le principal responsable devant la postérité. L'historien Marie Jol, collaborateur de l'histoire de France d'Ernest Laviste en 1911, c'est Catherine qui aurait été la grande criminelle, qui aurait tout manigancé. Mais la tradition populaire n'a finalement retenu que l'aspect religieux du massacre. Sur la Révolution française, Marie-Joseph Chénier mentionne Charles IX ou la Saint-Barthélemy en 89, une pièce de théâtre qui connaît un grand succès populaire. C'était l'époque de la décriminalisation et de massacre de Saint-Barthélemy, utilisé pour vitupérer ce côté fanatique catholique. D'ailleurs, c'est devenu un côté très traditionnel de pénaliser par les auteurs à succès comme Alexandre Dumas avec La Reine Margot, écrit en 1849. C'est là où on prend une nouvelle orientation. C'est à la fin du XXe siècle, plusieurs historiens ont proposé d'autres explications à ce massacre. Ils dissocient à ce moment-là l'exécution des chefs protestants et le massacre populaire proprement dit. Mais ils débattent encore sur qui est vraiment responsable de ce joyeux massacre. L'enjeu sera surtout de connaître son degré d'implication, d'inaction dans l'organisation du massacre. C'est alors là pour Jean-Louis Bourgeon que ce sont les Parisiens, les Guises et les agents du roi Philippe II d'Espagne qui sont les véritables responsables des attentats et massacres. Charles IX et Catherine de Médicis seraient absolument étrangers. L'historien souligne l'état quasiment quasi insurrectionnel qu'il y avait dans la ville à un moment du mariage. Et qu'en décembre 1571, plusieurs maisons protestantes avaient déjà été pillées. L'église, très populaire à Paris, aurait profité de cette situation pour faire pression sur le roi et la reine. Charles aurait donc été contraint de procéder à la future émeute, qui était faite à la base par l'église, la milice bourgeoise et les peuples. Pour Denis Crouzet, il replace le massacre dans le contexte idéologique de l'époque, le néoplatonisme. Charles et Catherine n'ont plus le dessein d'assassiner Coligny, car c'était au contraire à leur désir d'obtenir l'harmonie et la concorde entre les parties royales. C'est la fois l'assassinat qui consomme la rupture et la guerre civile. Dans la guerre, tout simple parce que cette cérémonie c'est partout. Reprendre une insurrection protestante éclatée, il aurait dû faire le choix entre étouffer celle-ci dans l'œuf. Le principe néoplanicien, alors cher à Catherine, qui se tend à conserver l'unité autour de la personne du roi, les a poussés à sacrifier les principaux chefs protestants et à consentir malgré eux au massacre. C'est d'après Wennegeffen, l'un des principaux responsables de la famille royale c'est en fait le duc d'Anjou, frère du roi, à la suite de l'attentat manqué de l'amiral de Coligny. Car oui, d'après lui, il attribuerait ça aux Guises et à l'Espagne. Les conseillers italiens de Catherine ont alors été préconisés au Conseil royal pour profiter de l'occasion de tuer une cinquantaine de chefs protestants pour éliminer le danger huguenot. La reine-mère et le roi ils seraient très fortement opposés. Henri d'Anjou, cependant, le lieutenant et général du royaume, présent à cette séance de conseil, a pu voir l'accompagnement de ce crime d'État une bonne occasion de s'imposer au gouvernement. Prenant alors contact avec un autre jeune ambitieux et en mal d'autorité et de pouvoir, le duc Henri de Guise, donc l'oncle, le clairvoyant cardinal Charles de Lorraine, étant alors retenu à Rome.
et les autorités parisiennes. Saint-Barthélemy alors est issu de cette conjonction d'intérêts. Elle s'explique d'autant plus que les hommes du duc d'Anjou agissaient au nom du lieutenant général du royaume. Donc dans les mentalités de l'époque, au nom du roi. On comprend alors pourquoi, le lendemain du déclenchement du massacre, Catherine de Médicis fait condamner ces crimes par déclaration royale de Charles, emmenant les Guises et menace les Guises de la justice royale. Mais Charles IX et sa mère ont appris l'implication du duc d'Anjou. Ils sont alors trouvés liés à son entreprise. Si bien que la seconde déclaration royale, tout en demandant la fin du massacre, est prête à l'initiative de Charles pour prévenir un complot protestant. Dans le premier temps, le crime d'état de Henri d'Anjou est un succès, mais Catherine de Médicis ne sont pas ingénieux pour l'écarter du pouvoir de France. Le voit alors l'armée royale s'initier dans la Rochelle pour le faire élire roi de Pologne. Bien que les faits soient remis en cause par le soir du 23 août 1570, bien que les faits soient remis en cause par le soir, que les faits soient remis en cause surtout le soir du 23 août, surtout excédé par le conseil répété de sa mère, le monarque serait créé sous le coup de la colère, et ben soit qu'on les tue tous, et qu'il ne reste plus un pour me le reprocher. Or, les premières occurrences de l'injonction royale, contrairement dans le discours du roi Henri, troisième est un personnage d'honneur et de qualité, implantant par sa majesté des causes et motifs de Saint-Barthélemy. Cette justification rédigée dans l'entourage de Gondi en 1628 a déculpé, surtout sert en fait à disculper les ancêtres de l'accusation d'avoir autorisé ce massacre. Albert de Gondi alors y répond comme opposé au sanglant dessein de Charles, dont la tirade est préventue rapportée en 73 par le duc d'Anjou, alors régnant la Varsovie où le roi était élu en Pologne. La phrase célèbre aurait été en fait une réécriture des faits pour les besoins de la famille de Gondi, d'après l'historienne Marie-Madeleine Frunard et Arlette Joanna. Car nous n'avons aucune preuve que cette phrase aurait été dite. On parle bien sûr d'un crime d'État, parce que selon le philosophe Thierry Ménissier, le machiavéliste, influençant c'est un crime d'État, parce que selon le philosophe Thierry Ménissier, le machiavélisme influençant qui a influencé toute la cour de France, a pu expliquer la décision d'émener les chefs protestants. Mais le massacre n'avait pas été planifié. Et donc, d'après M. Ménissier, il constitue le premier massacre en cette ampleur qui aurait trouvé une politique. C'est une politique d'État qui était à répondre à ça. Et c'était très loin des génocides totalitaires, c'était une erreur plus qu'autre chose. Je parle beaucoup de dates, mais essayons de nous retrouver un peu là-dedans, voulez-vous? On va faire dans l'ordre chronologique. On est en 1571, le 11 octobre, où il y a la bataille de Lepante. Je ferai un épisode sur cette date précise. En gros, c'est une bataille très importante. La décembre de la même année, les émeutes parisiennes, pour empêcher la destruction de la croix Gastine, ont née par le roi. Cette croix étant donc érigée pour commémorer la mort des frères Gastine, deux marchands protestants qui avaient été assassinés dans leur maison pendant les dernières guerres. En janvier 72, donc, arrivée de Blois, du légat Alcillandrino, chargé par le pape de faire entrer la France dans la Ligue chrétienne et proposer un prince du Portugal par Marguerite de France. La même année, arrivée de Blois et de Sir Thomas Smith, ambassadeur extraordinaire de l'Angleterre pour faire entrer la France dans la Ligue protestante. Le 21 février 1572, refus officiel de Charles IX d'entrer dans la Ligue chrétienne du pape. Le 3 mars de la même année, Blois arrive de Jeanne d'Albret et de Louis
Le 3 mars, arrivée à Blois de Jeanne d'Arlay et de Louis de Nassau. Le 11 avril, toujours cette année, signature de contrat de mariage entre Marguerite de Valois et Henri de Navarre. La dot étant de 300 000 écus d'or. Ça coûte très cher. Le 19 avril, le traité d'alliance entre la France et l'Angleterre est signé pour qu'ils portent mutuellement secours contre l'Espagne. Le 1er mai 1572, le pape Pie V meurt. Le 24 et 29 mai, sa prise de Mons et de Valenciennes par Louis de Nassau. Charles IX et Catherine de Médicis quittent les bords de la Loire pour se rendre à Paris. Le 5 juin, arrivée du roi et de toute la cour à Paris. 9 juin, sa mort de Jeanne d'Albret, ainsi que la préparation de la guerre d'Espagne. Le 25 juin, le grand conseil du château de Madrid, donc Bois de Boulogne, pour décider de la rupture avec l'Espagne. L'indécision est le départ du roi pour la chasse en région parisienne. Le 8 juillet, entrée de Henri de Navarre à Paris. Le 17 juillet, défaite de Jehan d'Anguerest envoyé par Coligny à la tête de 4000 hommes pour détruire Nassau, formé dans Mons. 4 août, retour à Paris de Catherine de Médicis et d'Henri d'Anjou. Inquiet des projets militaires des protestants restés en ville. Le 9 août, c'est le grand conseil où Catherine de Médicis réside à... Le 9 août, c'est le grand conseil où Catherine de Médicis va résister à Coligny et à son parti belliquiste. Le lendemain, le 10 août, c'est le départ de Catherine pour Monceau avec sa fille Claude. Non. Le lendemain, le 10 août, c'est le départ de Catherine de Médicis pour Monceau où sa fille Claude est tombée malade. Et aussi le départ des protestants pour Blondy, donc ancien nom de Melun, pour les noces des princes de Condé et de Marie de Clèves. Le 17 août, c'est les fiançailles donc de Henri de Navarre et de Marguerite de France. Le 18 août, c'est le mariage à Notre-Dame de Paris et la réception au palais de la Cité. Le 19 août, bal chez le duc d'Anjou et la soirée au Louvre. Le lendemain, le 20 août, c'est le pantomime tournoi devant l'hôtel de Bourbon. Le 21, tournoi sur la place du Louvre. Le 22, c'est là où il y a l'attentat contre Coligny, un peu avant minute, et visite du roi au chevet de l'amiral. Le 23 août, la nuit où débutent les massacres des chefs protestants. Le dimanche 24 août, c'est là où débutent vraiment les grands massacres. Le 26 août, donc 2 jours plus tard, c'est là où, le roi Charles IX parlera devant le Parlement français. Bon, maintenant on parle de nom, tout ça, mais qui était dans quoi, qui était dans quelle équipe? Alors, dans les familles royales, dans les catholiques, c'est Catherine de Médicis, Charles IX, Henri duc d'Anjou, François duc d'Alençon, Élisabeth d'Autriche, Marguerite de France, Claude de France, Diane de France. Dans la famille royale côté protestant, c'était René de France. Les princes de sang protestants dans la famille royale, c'était Henri de Navarre, Henri prince de Condé, François marquis de Conti, Charles de Bourbon, Marine de Clèves, Catherine de Bourbon. Dans les protestants proches, ceux qui sont morts, Gaspard de Coligny, Charles de Téligny, Charles de Calmec, Pierre de la Ramée, Pierre de la Place. Ceux qui ont réussi à survivre: Gabriel Ier de Montgomery, Antoine de Crussol, Jacques de Crussol, Louise duchesse d'Uzès, Pierre Merlin, Ambroise Paré, Catherine de Pattenay, Philippe Duplessis-Monet, Jacques Montpart de Conneau, Maximilien de Béthune, François Walsingham, Philippe Sidney. Les catholiques acteurs des événements sûrs. Alors, Louis duc de Montpensier, Louis duc de Nevers, Henri de Guise, Claude duc d'Aumale, René de Birague, Albert de Gondi, Charles d'Anawitz,
Hannibal de Coconas, Louis de Béranger de Guast et les régiments de garde française et autres personnes qui ont été là pendant les festivités. François de Montmorency, pardon. Donc dans les autres, il y a eu François de Montmorency, Henri de Dameville, Jacques duc de Nemours, Charles cardinal de Bourbon, Jacques Amiotte, Anne d'Este, Henriette de Clèves et Catherine de Clèves. On se trouve des représentations artistiques bien sûr de ce joyeux massacre. Ah oui, j'en ai oublié un dans tous ceux qui étaient présents. Coucou. Bref. Donc le sujet, les représentations, tout ça. Sujet très souvent à la mode au temps où l'anticléricalisme révolutionnaire reprendra de la vigueur. Surtout toutes les œuvres, les peintures qui parleront de tout ça. Donc la pièce de théâtre The Massacre on Paris de 1593 du dramaturge britannique Christopher Marlowe. Charles IX ou la Saint-Barthélemy, tragédie de Marie-Joseph Chénier en 1788. Joseph Nicolas Robert Fleury qui fait la scène de la Saint-Barthélemy ou la scène de la Saint-Barthélemy assassinat de Biriou en 1883. C'est une huile sur toile qui est au musée du Louvre. Les Huguenots en 36, c'est un opéra de Giacomo Meyerbeer. Les tableaux un Huguenot le jour de la Saint-Barthélemy en 1852 de John Everett Miley. Le massacre a inspiré le célèbre roman à Alexandre Dumas père, La Reine Margot en 1845, ainsi qu'à Robert Merle, Paris ma bonne ville en 1980. D'autres littéraires d'ailleurs y renvoient comme la légende d'Ullensengel de l'écrivain belge Charles de Coster en 1867. En 1916, Dewey Griffith a fait La Saint-Barthélemy, le cas de ses plus grandes histoires de son film Intolérance. En 1954, Jean Dréville réalise La Reine Margot, le film avec le scénario d'Abel Gance, d'après le roman d'Alexandre Dumas. En 1959, le peintre français Georges Mathieu crée la toile imposante intitulée Massacre de la Saint-Barthélemy. The Massacre of the Saint-Bartholomew Eve sur un épisode de la série britannique Doctor Who en 1966. En 1994 donc, Patrick Chéreau, réalisateur français, signe aussi une version cinématographique de La Reine Margot. Le Prince de Montpensier en 2010, c'est un film français de Bertrand Tavernier qui sera adapté de la nouvelle homonyme de Madame de Lafayette, représentée par une des scènes de massacre. Les 2 enfants de Paris en 2014, tiré du roman anglais de Tim Hawkes. Margot en 2007, la pièce de théâtre de Laurent Thorne. Et une colonne de feu de Robert Laffont en 2017. Bon, sur ce, moi là maintenant je vais aller à une autre époque parce que le médiéval c'est très bien, mais vu que Paris à l'époque c'était foireux, moi je vais aller autre part. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt.